Les pourparlers intermaliens devant s'ouvrir le 17 août prochain vont finalement se tenir le 1er septembre. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration et de la coopération internationale a fait l'annonce ce matin, cela à la demande des groupes armés. Fin des travaux de la première session de la Cour d'assises 2014 sur les 150 dossiers inscrits. 18 ont été renvoyés à la prochaine session et plusieurs dizaines d'acquittements. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République est arrivé hier soir à Paris. Ibrahim Boubacar Keïta est invité par son homologue français François Hollande pour participer demain vendredi au 70e anniversaire du débarquement de Provence à Toulon. Ce débarquement, faut-il le rappeler, constitue un épisode majeur de la Seconde Guerre mondiale à laquelle ont pris part soldats maliens alignés sous le drapeau de tirailleurs sénégalais à l'époque. On le voit, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, hier soir à son arrivée à Paris. Les compatriotes ayant fait le déplacement de l'aéroport de Paris. Et aujourd'hui, le président de la République a accordé une audience au ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Les deux personnalités, on le voit sur ces images, ont évoqué la situation sécuritaire au Nord Mali avec la nouvelle opération Barkhane que la France vient de lancer dans le Sahel. Les entretiens ont également porté sur la commémoration du 70e anniversaire de la libération de France, appelé encore débarquement de Provence, qui sera célébré demain vendredi à Toulon en présence d'une vingtaine de chefs d'État, dont le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des armées sont du voyage présidentiel. Et nos envoyés spéciaux pour ce voyage du président de la République en France sont Sidiki Dambélé et Brahima Koulibaly. Ici, à Bamako, les travaux de la rencontre des griots avec les partis politiques ont pris fin aujourd'hui au Centre international de conférence de Bamako. À la fin des 10 travaux, les participants sont parvenus à la conclusion suivante: la restauration définitive de l'unité nationale. Au sortir de la salle, chaque parti a décidé désormais de faire uniquement face au Mali. Mamadou Kouyaté est le président des griots de Ségou. Il est au micro de Youssouf Diakité. Nous avons quitté Ségou avec un seul esprit, celui de faire l'entente entre tous les fils du pays. Ces partis politiques représentent certainement le peuple, mais le peuple du Mali avait besoin de ça. Nous étions gênés à Ségou. Alors Dieu nous a montré ce beau jour, et grâce à tout un chacun, pour dire qu'au Mali, si nous sommes un, nous resterons un et nous pouvons réussir. C'est ce qui nous a été prouvé tout de suite. Nous remercions tous les partis politiques, la mouvance présidentielle, de l'opposition, la société civile. Bref, tous ceux qui nous ont rendu visite au cours de notre séjour ici. Nous disons vraiment merci à tout le monde. Nous retournons à Ségou très satisfaits de notre mission. Un seul message, l'entente, la paix, qui se donne la main pour faire face à ce Mali. Le président de la République a dit le Mali d'abord, nous avons dit le Mali avant tout. Et unanimement, ils ont tous répondu avec nous qu'ils doivent mettre le Mali avant tout. Et c'est ce qui a été prouvé ce matin avec la bénédiction de Dieu et de nos chefs religieux, de l'esprit de bonne foi de tout un chacun. Nous sommes à l'aise, et nous parlerons surtout de l'attitude que le président de la République a eue avec nous l'autre jour à Koulouba. Cela nous a beaucoup réconfortés. Toutes les mains qui se prennent, tout le monde se donne la main, ensemble.
tête d'une importante délégation, le Premier ministre Moussa Mara a lui quitté Bamako ce matin pour Brazzaville où il représentera le président de la République aux festivités officielles du 54e anniversaire marquant l'indépendance de la République du Congo. Demain, vendredi, sur place, le Premier ministre assistera notamment au défilé civil et militaire, puis à la finale de la Coupe du Congo qui opposera Kara au Diable Noir. Au cours de son séjour, le chef du gouvernement rencontrera la forte colonie malienne vivant à Brazzaville et en République démocratique du Congo. Ouverture ce matin à l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondin-Bay d'un séminaire sur le système de défense stratégique. Initié par la primature en partenariat avec le Franc Centre Sénès, ce séminaire débattra de plusieurs modules, comme par exemple la coordination de l'activité gouvernementale en matière de défense, la défense civile, l'opérationnalisation des mécanismes prévus par la loi, entre autres. Compte rendu, Mahamadou Doumbia. Le Mali, depuis 2012, est confronté à une crise sécuritaire. Proposer des pistes de solutions consignées dans un plan de défense stratégique de la nation pour le relèvement durable de l'État, c'est le but de ce séminaire organisé par la primature en partenariat avec le Centre Sénès. Comme l'a affirmé à juste titre le Premier ministre chef du gouvernement, M. Moussa Mara, dans la déclaration de politique générale, je cite, « Il n'est pas nécessaire de rappeler que le Mali a besoin d'un outil de défense et de sécurité à la dimension des menaces auxquelles il fait face. Menaces qui restent importantes et qui dureront longtemps. Nous devons faire face à cela en comptant d'abord sur nos propres forces, parce que le bon sens le recommande. Celui qui sous-traite sa sécurité aura un réveil douloureux. Le Mali ne doit pas et le Mali ne sous-traitera pas sa sécurité. » Fin de citation. Pour les participants, il s'agit de réfléchir sur les voies et moyens afin de sortir le Mali de sa situation de menace, mettre en œuvre le système de défense stratégique de la nation, renforcer les capacités de réponse des pouvoirs publics à la demande citoyenne en matière de sécurité économique, financière et humaine. Dans un contexte marqué par la nécessité renouvelée de disposer des forces de défense et de sécurité appelées à faire face aux nouvelles formes de menaces qui pèsent sur le Mali, sur la sous-région, voire au-delà, le développement, l'appropriation et l'utilisation judicieuse de toutes les capacités humaines réglementaires, logistiques et opérationnelles de nos forces armées et de sécurité deviennent une nécessité. Les modules étudiés au cours de ce séminaire sont par exemple la coordination de l'activité gouvernementale en matière de défense, la défense civile, économique, militaire, les débats et la synthèse. Les résultats auxquels ce séminaire aspire sont par exemple le Mali recouvre la stabilité, la nation dispose d'un système de défense stratégique avec le relèvement durable de l'État, les pouvoirs publics sont renforcés pour apporter des réponses à la demande citoyenne en matière de sécurité. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration et de la coopération internationale a offert aujourd'hui un déjeuner de travail aux ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité en service dans notre pays. L'objectif, c'était de partager avec eux le contenu des pourparlers intermaliens et la suite des négociations. Ibrahima Tchoukari était présent. Avec les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité, le chef de la diplomatie malienne a partagé les informations relatives aux pourparlers inclusifs intermaliens d'Alger, premier round. Des pourparlers qui ont abouti à une feuille de route qui constitue un pas essentiel pour le processus de paix. Il a été aussi question du dialogue inclusif intermalien à venir et les diplomates se réjouissent du contenu de ce déjeuner de travail. C'était dans le cadre des échanges de contacts réguliers entre le ministre et le corps diplomatique, surtout les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité représentés ici à Bamako. On a surtout parlé du processus de négociation d'Alger, des perspectives de ce processus, de certaines difficultés qui ont été rencontrées pendant la première phase. Le ministre a exprimé le souhait du soutien continu de la part des membres du Conseil de sécurité, de l'attention suivie, ce qui est une chose tout à fait naturelle
ça va de soi parce que le Mali, c'est un des sujets brûlants de l'actualité et fait partie de l'agenda du Conseil de sécurité. Nous avons l'occasion de prendre un déjeuner avec le ministre des Affaires étrangères. Le ministre nous a bien informé des avancements de la négociation à Alger et surtout la première phase. Nous sommes très contents que la première phase s'est bien déroulée et il y a déjà une feuille de route et un accord de cessez-le-feu. Ça nous fait beaucoup plaisir. Et pour nous, nous sommes clairs que la négociation doit correspondre aux résolutions des Nations Unies, des conseils de sécurité, et ça veut dire que l'intégrité territoriale du Mali doit être parfaitement respectée. Ça est déjà dans la feuille de route. On a bien écrit. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale offre ce soir aux ambassadeurs des pays membres de la médiation internationale un dîner. Et ce vendredi, c'est l'ensemble du monde diplomatique qui sera reçu. Et justement, en parlant de la reprise des pourparlers du 17 août prochain à Alger, des pourparlers, le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration et de la coopération internationale était face à la presse pour faire une déclaration relative au report de la reprise des pourparlers. Et report, les négociations, les pourparlers vont devoir s'ouvrir, se tenir le 1er septembre à venir. Une demande à laquelle le gouvernement du Mali a accédé et demande qui lui a été transmise par l'Algérie, pays hôte abritant ces négociations. Déclaration recueillie ici par Fademba Keïta. La première étape des pourparlers intermaliens s'étant déroulée du 16 au 24 juillet 2014 à Alger, s'étant déroulée dans des conditions satisfaisantes. Le gouvernement du Mali renouvelle sa confiance en l'Algérie et en l'équipe de médiation internationale qui l'accompagne, notamment la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, l'Organisation de la coopération islamique, l'Union européenne, et aussi avec l'accompagnement du Burkina, du Niger, du Tchad et de la Mauritanie. La feuille de route avait fixé donc la date de reprise des négociations au 17 août 2014. Le gouvernement du Mali s'était préparé à cette échéance en conséquence et avait pris donc toutes les dispositions pour la reprise des dits pourparlers. L'Algérie, en sa qualité de chef de file de la médiation, a été saisie par les autres parties afin de procéder à un léger report pour le parachèvement des préparatifs. Dans le souci de créer les conditions susceptibles de favoriser la tenue des pourparlers dans un climat serein et constructif, l'Algérie a sollicité l'accord du gouvernement de la République du Mali. Le gouvernement du Mali a donc marqué son accord à cette demande algérienne. Le gouvernement du Mali, conformément aux directives du président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, réitère son attachement au processus de dialogue initié à Alger et renouvelle son engagement pour aboutir à un accord de paix global et définitif dans les délais convenus dans la feuille de route signée à Alger le 24 juillet 2014. Le gouvernement du Mali renouvelle sa confiance en l'Algérie en sa qualité de chef de file de la médiation et à toute l'équipe de médiation, l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO, l'Organisation de la conférence islamique, l'Union européenne, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. Et exprime donc son appréciation des efforts qu'il continue à déployer pour le retour de la paix au Mali. Nous souhaitons donc que cette équipe puisse également poursuivre ses efforts. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Issaka Sidibé, a regagné Bamako aujourd'hui en provenance de Midraine, en Afrique du Sud, où il a participé à la conférence des présidents de parlement et sénats africains organisée par le Parlement panafricain. La conférence 2014 des présidents des parlements a porté sur le thème
10 ans d'existence du Parlement panafricain, réflexion sur son rôle. Les parlementaires africains ont par ailleurs procédé à l'évaluation des recommandations de la dernière conférence. En marge des travaux, le président Issaka Sidibé, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, s'est entretenu avec nombre de ses pairs africains sur les efforts déployés par le Mali et ses partenaires en faveur du retour définitif de la paix, la cohésion nationale et le mieux vivre ensemble malien. Le représentant spécial de la CEDEAO a animé une séance d'information sur l'architecture de paix et de sécurité de la CEDEAO au regard de la crise malienne. C'était au Conseil économique, social et culturel. Cet exercice a pour but d'édifier le peuple malien à ses représentants au Conseil économique, social et culturel sur les efforts déployés par la CEDEAO pour sortir le Mali d'une crise sans précédent. Mariam Sagara, compte rendu. L'engagement de la CEDEAO pour sortir le Mali de l'ornière n'a pris aucun coup malgré les difficultés qu'elle a rencontrées et qu'elle continue de rencontrer sur le terrain. La chance du Mali tient aussi au dévouement du représentant spécial à diffuser l'information et à partager avec le peuple la solidarité et la cohésion infaillible des autres pays de la région CEDEAO. L'architecture de paix de sécurité de la CEDEAO a été mise en œuvre de manière intégrale au Mali et de manière progressive également. Donc il était important de saisir cette opportunité pour, après l'action, réfléchir sur son efficacité réelle, réfléchir sur ses failles éventuelles et surtout recueillir des propositions d'amélioration de ce mécanisme. Pour le représentant spécial, le Mali est le premier pays au monde à avoir le consensus planétaire exceptionnel et cela grâce à l'instigation de la CEDEAO. Nous avons été très fiers de la manière dont, ensemble avec le peuple malien, nous avons réussi à mettre fin à la crise. Souvenez-vous, les Américains, les Occidentaux, etc., courent derrière le terrorisme, que ce soit en Afghanistan, etc., depuis des dizaines d'années. On n'est pas arrivé à bout. Et dans le cas du Mali, on ne peut pas dire que c'est une situation moindre. La situation au nord du Mali est beaucoup plus grave qu'on ne le pense. Mais si ensemble, Africains, à travers une coalition avec la France, essentiellement, nous avons réussi en très peu de temps à éradiquer au moins les bases opérationnelles du terrorisme, on peut s'en féliciter. L'audience édifiée par l'exposé du représentant a permis au président Jamil Bitar de se prononcer sur la désormais coopération étroite et bilatérale entre les deux institutions. Nous avions aujourd'hui été édifiés sur les mécanismes d'approche de sécurité au niveau de l'espace. Et nous avions également compris déjà que la CEDEAO a joué un rôle de premier plan par rapport justement à ce qui a été convenu comme règlement au niveau de la crise. Mais malheureusement, il y a d'autres héros qui sont apparus et la CEDEAO a été l'ouvrier de l'ombre qui n'a jamais été vu. Et l'histoire voudrait demain que cette restitution puisse être faite au peuple malien et à l'ensemble de la communauté internationale. Chaka Touré a conclu que les Africains doivent compter d'abord que sur eux-mêmes à travers la solidarité agissante et la mutualisation des moyens. Le haut représentant du président de la République pour les pourparlers inclusifs intermaliens, Modibo Keïta, a rencontré les centrales syndicales et d'autres organisations professionnelles. Au menu toujours la restitution des pourparlers inclusifs à Alger qui ont abouti à la signature d'une feuille de route entre le Mali, entre le gouvernement et les groupes armés. Moussa Fani, compte rendu. L'objectif de cette rencontre du haut représentant du président de la République pour le dialogue inclusif intermalien était d'expliquer les contenus de la feuille de route et recueillir les avis des représentants des travailleurs. Pour mener à bien ma mission, je me suis fait entourer d'une équipe qui comporte 18 experts, mais il fallait en faire un concentré de toutes les sensibilités maliennes. J'ai commencé par faire représenter dans cette équipe les représentants des Touaregs, représentants des Peuls,
un représentant des Arabes, des Songhouis et des Bella. Et j'ai complété avec des techniciens qui avaient une certaine compétence dans les domaines et qui étaient répertoriés. L'objectif que l'on visait en amorçant cette phase-là, c'était d'obtenir non pas un accord de paix, mais un plan de règlement. Ce plan de règlement comportait les éléments essentiels qui figureront dans l'accord de paix. Le haut représentant du président de la République a invité l'ensemble du peuple malien à s'unir autour de la nation malienne afin d'aboutir à un accord de paix global et définitif. Il est donc important que les Maliens se mobilisent autour de l'objectif de la paix. Que les Maliens ne perdent pas de vue ce que certains appellent la vision. Nous rêvons d'un pays uni où toutes les populations, sans aucune discrimination, participent à l'identification de leurs besoins, participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique visant à satisfaire leurs besoins et à l'évaluation de cette politique, mais dans la justice et dans l'équité. Qu'il n'y ait pas 2 poids 2 mesures, mais que chacun ait ce qu'il mérite. Nous devons tous nous engager pour la paix. Tous pour la paix. Parce qu'elle est la condition sine qua non des mesures qui vont nous permettre de nous épanouir, de nous sentir nous-mêmes. On ne réussira absolument rien du tout si nous ne réussissons pas cette paix-là. Les responsables des centrales syndicales ont rassuré le haut représentant du président de la République de leur soutien. Le haut représentant du président de la République avait également rencontré les membres du réseau des communicateurs traditionnels ce matin. Ces derniers ont réaffirmé leur disponibilité pour toutes les actions de réconciliation nationale. Dans les perspectives d'Alger 2 relatives au pourparlers de paix intermalien, les 3 mouvements signataires de la plateforme pour la paix sont en fin de formation. Une formation qui permettra aux belligérants de converger vers une paix durable dans notre pays. Mamourou Sidibé était présent. Nous avons tour à tour visité et discuté avec les agents de la Direction nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est un organisme qui a en charge la conception et la mise en œuvre de la politique de l'enseignement supérieur, la gestion des bourses, des équivalences et des examens, autant de questions extrêmement sensibles et délicates. Ensuite, nous avons rendu visite à la cellule de décentralisation et de déconcentration de l'éducation. Vous savez que le Mali est très orienté vers la décentralisation. Un ministère vient d'être créé et dédié à la décentralisation, donc il va prendre de plus en plus d'importance. Ensuite, nous sommes allés visiter l'Institut Cheikh Zayed, qui est quand même une structure également importante et qui est quasiment à l'abandon. Il faudrait que nous voyions comment on peut l'utiliser au mieux de la façon la plus rationnelle, en respectant aussi les engagements du Mali liés à cette infrastructure. Enfin, nous avons tenu à venir au siège de l'Association des historiens africains et de l'Association des historiens maliens pour voir les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles ils travaillent, mais aussi pour leur apporter tout le soutien du département, voir également comment nous pouvons faire pour essayer de leur permettre d'assumer leur mission et d'atteindre les objectifs qui se sont fixés. Voilà, pour un problème d'aiguillage, il fallait plutôt suivre l'entretien que Mamourou a eu avec le ministre Maître Mountaga Tall, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, suite à la visite de terrain qu'il vient d'effectuer ce matin. Lancement officiel à Gao de la campagne agricole 2014-2015 par le ministre de la Planification, de l'Aménagement du territoire et de la population en présence des services techniques du département du développement rural. Nous retrouvons depuis Gao Daouda Zoumana Traoré. Cette campagne 2014-2015, intitulée Plan de campagne agricole harmonisé et consolidé, intègre les volets production végétale, production animale et pastorale, la pisciculture et l'aquaculture, la santé animale et les mesures d'accompagnement. La campagne d'hivernage 2014-2015 a été marquée par un démarrage tardif de la pluviométrie, ce qui a eu comme conséquence
une faible régénération du niveau de l'herbe au niveau des différents pâturages. C'est pourquoi les objectifs de la campagne sont ambitieux. Les objectifs de production retenus au titre de la campagne agricole se présentent comme suit. Céréales, 8,6 millions de tonnes. Coton-graines, 600 000 tonnes. Viande, 65 000 tonnes. Lait, 704 000 tonnes. Œufs de consommation, 453 millions d'unités. Capture de poissons, 85 000 tonnes. Production aquacole de poissons, 2500 tonnes. Têtes à vacciner contre les principales maladies, 23 756 549. La production de vaccins, 26,5 millions de doses. C'est une zone sahélienne où les pluies sont installées précocement. Les temps les pluies qui ont été tombées sont encore très faibles. Mais je pense que la crue arrive parce qu'ici c'est surtout le point irrigué. À la fin de la crue qui est en train d'arriver, nous pouvons estimer que les objectifs qui sont liés au riz seront atteints au niveau de la région de Gao. Le ministre Diawara a incité les producteurs agricoles et autres acteurs à la bonne gestion des intrants subventionnés par l'État et ses partenaires afin que la moisson de la campagne agricole 2014-2015 puisse contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et surtout à la réduction de la pauvreté au Mali. Une mission de la Commission développement rural et environnement de l'Assemblée nationale est allée à la rencontre des acteurs du monde rural en première région. Les élus veulent, à travers cet exercice, connaître les difficultés liées au bon déroulement de la campagne agricole en cours. Nos envoyés spéciaux, Nouhoum Sissoko et Seydou Sissoko. Ils sont 5 députés de la Commission développement rural de l'Assemblée nationale à effectuer le déplacement dans 3 cercles de la région de Caille. Il s'agit d'échanger avec l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation de la campagne agricole. Caille est la première étape de la mission. Cette visite vise à partager avec les acteurs de terrain les préoccupations liées à la campagne agricole. La situation du démarrage de la campagne, l'état de la campagne, les menaces acridiennes éventuelles. Mettre l'accent aussi sur un effort que l'État malien a eu à déployer par rapport à la subvention de l'engrais. La campagne agricole a connu un début difficile, mais l'espoir est permis avec la reprise des activités pluvieuses, selon le directeur régional de l'agriculture de Caille. La campagne est à 2 niveaux chez nous. Sur la partie nord, les labours semis viennent de commencer, tandis que dans la partie sud, c'est en pleine végétation. De façon générale, avec la reprise des pluies, les cultures se portent en tout cas assez bien dans l'ensemble. Aussi, il y a très peu de menaces par rapport aux acridiens. Le volume de la pluviométrie, vraiment, cette année, si on voit même les cours d'eau, il n'y a même pas d'eau dans les cours d'eau. Alors que certaines localités, leur force, c'est à partir des décrues. L'insuffisance du personnel d'encadrement, le manque de moyens logistiques sont entre autres difficultés énumérées par les acteurs du monde rural pour assurer un meilleur suivi des campagnes agricoles. Quelles sont les missions de la Haute Cour de justice au sein des institutions de la République? La question était au centre d'un atelier de formation ouvert depuis ce matin ici à Bamako. L'atelier qui regroupe les membres de la Haute Cour de justice a été initié par le programme de renforcement des capacités de l'Assemblée nationale en partenariat avec le Royaume du Danemark et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Sokona Kamisogo, compte rendu. La stabilisation et la normalisation d'un pays passent par la restauration d'une justice équitable. Cette normalisation repose sur une démarche permettant d'établir la vérité sur les crimes et les efforts consentis pour lutter contre l'impunité dans tous les domaines de l'action publique. Et pour cela, il faut que les structures en charge de la question soient mieux outillées pour faire face à leur mission. D'où l'organisation de cette session de formation au bénéfice des membres de la Haute Cour de justice. L'objectif fondamental du présent séminaire vise à renforcer les compétences des membres de la Haute Cour dans l'exécution du mandat que leur confère la Constitution et les lois de la République. Sa tenue nous permettra de nous familiariser avec les notions essentielles et les règles de procédure établies
et d'élargir notre horizon grâce aux échanges avec les experts qui ont bien voulu nous accompagner. Nos attentes sont grandes et je propose qu'on s'attelle rapidement à la tâche dans le cadre de la lutte contre l'impunité qui gangrène notre société. Cette session de formation a été possible grâce au financement du Royaume de Danemark et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le programme de renforcement des capacités de l'Assemblée nationale RECAN bénéficiera de notre soutien pour continuer dans la mesure de ses moyens à apporter l'appui nécessaire pour le bon déroulement de votre mission au service de l'État de droit et de la nation malienne. Quelles sont les attributions spécifiques de la Haute Cour de justice? Comment doit-elle fonctionner en harmonie avec les autres institutions dans la mise en œuvre efficace de ses compétences? Voilà quelques-unes des préoccupations qui seront prises en compte durant ces 3 jours de formation. Le Centre international de conférence de Bamako a 19 ans. Pour marquer l'événement, le groupement professionnel des agences de communication du Mali a organisé une cérémonie. C'était dans l'enceinte de l'établissement sous la présidence du chef du gouvernement. Les 19 ans du Centre international de conférence de Bamako ont été mis à profit pour lancer un vibrant appel dans le cadre de sa réhabilitation. Nous vous proposons 2 extraits des interventions de Madame le ministre de la Culture et du Premier ministre, chef du gouvernement. Intervenir dans ce palais des congrès avant de prononcer un mot, c'est d'abord vibrer au son des grands discours qui ont rythmé la vie politique, économique et socio-culturelle du Mali. Être dans l'assistance de ce centre international, c'est peut-être comprendre, après coup, que nous avons nous aussi été témoins d'une partie de l'histoire du Mali. Je libelle ici ma conception de ce grand projet, à l'époque très ambitieux et aujourd'hui visionnaire. Le Palais des Congrès, dont la dénomination sera Centre international des conférences de Bamako à partir de 2005, est avant toute chose un joyau architectural et s'incruste dans le paysage de Bamako de 2015 et donne le ton de l'urbanisation et de la construction dans le Bamako d'aujourd'hui. Le Palais des Congrès, pour les anciens, est après toute chose le témoin privilégié de l'histoire démocratique du Mali et le centre par excellence des grandes orientations en matière de santé, d'éducation, de cohésion sociale, de réconciliation, et j'en passe. C'est certainement la volonté de doter le Mali d'un cadre de développement à la hauteur de ses ambitions qui a poussé nos dévanciers à édifier une infrastructure imposante par ses capacités et ses commodités pour répondre à cette forte sollicitation. Mesdames et messieurs, il convient aujourd'hui, dans un contexte difficile de sortie de crise, de méditer les enseignements du fonctionnement de cette infrastructure pendant les 19 années écoulées et d'envisager des perspectives à l'orée de son 20e anniversaire, en l'occurrence celles relatives à la bonne tenue du sommet Afrique-France en 2016. Nous devons en outre saluer l'accompagnement des pays amis et partenaires dont l'apport nous a été d'un précieux concours. Fruit de la coopération sino-malienne, le Palais des Congrès aura abrité de grands événements qui ont marqué la marche de notre pays vers le développement socio-économique et politique. Le Palais des Congrès, au-delà des événements politiques, quelquefois de portée historique, est aussi un témoin privilégié de l'action culturelle au Mali et en Afrique, et même quelquefois dans le monde, à travers des rencontres de grande portée.
Reportage complet avec Nyanya Aliou Traoré dans nos éditions de demain sur cette célébration des 19 ans du Centre international de conférence de Bamako. Clôture ce matin des travaux de la première session d'assises 2014 de la Cour d'appel de Bamako. Sur les 150 dossiers inscrits, 18 ont été renvoyés à la prochaine session et plusieurs dizaines d'acquittements. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités dont notre reporter a suivi la cérémonie de clôture chez Koumar Sangaré. Les faits étaient essentiellement des infractions classiques lors de cette première session d'assises 2014 de la Cour d'appel qui a débuté le 7 juillet dernier. Pour la plupart, ce sont des atteintes aux biens publics, des faits d'infanticide, des viols, de pédophilie, d'assassinat ou de trafic international de stupéfiants. 150 dossiers impliquant 289 accusés étaient mis en examen. Au terme des audiences, on peut retenir la statistique suivante. 39 condamnations à des peines d'emprisonnement ferme, 36 condamnations à sortie de sursis, 15 condamnations à la réclusion à temps, 3 à la réclusion à perpétuité, 2 peines de mort, 42 acquittements, 18 renvois à la prochaine session. Au dire du procureur général, le nombre des acquittements est assez élevé. L'insuffisance des moyens d'enquête est mise en cause. 42 acquittements. C'est trop. C'est trop pour 150 dossiers seulement. Il faut doter les unités d'enquête de véritables laboratoires de police technique et scientifique. Avec des outils d'investigation, il est fort possible de permettre que désormais, devant les cours d'assises, on ne retrouve plus que des cas de 42 acquittements. Parmi les accusés figuraient une vingtaine de femmes et un nombre important de jeunes. C'est pourquoi, dans son discours de clôture, le président de la Cour d'appel a tiré la sonnette d'alarme sur la délinquance juvénile. Tout le monde, à quelque niveau que ce soit, parents et éducateurs, doivent s'impliquer dans la destruction du terreau favorable à la délinquance. Par ailleurs, un autre constat au cours de cette session est que les parties civiles, autrement dit les victimes et leurs proches, souvent n'ont pas pu être cités, ou bien l'ont été, mais n'ont pas comparu à l'audience. L'une des causes en est que beaucoup n'ont pas les moyens pour effectuer le déplacement ou pour se faire représenter par un avocat. Sur le plan financier, les amendes prononcées s'élèvent à plus de 24 millions et demi, les dommages et intérêts à plus de 105 millions et demi, les remboursements dépassent le milliard de francs CFA. Autorités administratives, politiques, militaires et chefs de services techniques de la région de Tombouctou sont en concertation avec l'organisation onusienne, le HCR. Objectif, partager les expériences sur la protection internationale des populations bénéficiaires des aides humanitaires. Nous retrouvons Yeya Tandina. L'agence onusienne en charge des réfugiés a initié la présente rencontre à Tombouctou. Droit à une vie décente, droit à la liberté de choix, droit à l'intégrité physique, ce sont là quelques thèmes qui ont été développés avec les autorités administratives, militaires et responsables des services techniques de la région. Nous devons ensemble, tous ensemble, apporter une réponse de protection adéquate. Le rapatrié a besoin de la protection de son gouvernement d'abord et de la nôtre. Nous sommes donc tous responsables. À quelques jours de la journée mondiale des humanitaires, le HCR partage son expertise avec les responsables de proximité sur la protection internationale et le mandat de l'agence. L'État malien a consenti de gros efforts depuis le début de cette crise humanitaire pour améliorer les conditions de vie des populations déplacées des régions nord à travers la distribution gratuite alimentaire, l'accueil des réfugiés, l'amélioration des conditions d'hébergement. Cette rencontre de 2 jours a permis aux participants venus de l'intérieur de mieux s'adapter aux mouvements et actions de l'organisation onusienne. Crop Life Mali tient depuis ce matin une journée de concertation et d'échange sur la problématique de la distribution de produits pharmaceutiques. Créée en 2002 sous l'appellation ADEPA Mali Phyto, association de distribution de produits agropharmaceutiques, elle prend le nom de Crop Life Mali en mai 2005 à la suite de son affiliation à Crop Life International. Ibrahima Chokari, compte rendu. Communiquer, échanger avec tous les acteurs impliqués dans la distribution des produits agropharmaceutiques pour faire des propositions d'amélioration
de la chaîne de distribution. Voilà tout le sens de cette journée de concertation initiée par CropLife Mali, une association qui regroupe tous les importateurs et professionnels de la distribution. CropLife Mali s'est fixé comme objectif d'assurer l'approvisionnement du producteur malien en produits de meilleure qualité et garantir leur utilisation sans danger en protégeant l'utilisateur et le consommateur, tout cela dans le respect des textes réglementaires en vigueur. Le comité sahélien des pesticides exige des professionnels de s'assurer de l'homologation de leurs produits avant la mise sur le marché. L'homologation constituant une étape importante dans la distribution des pesticides a été perçue par les responsables de nos États. Dans le monde, l'utilisation des pesticides est d'une grande utilité pour éviter la chute de la production agricole. Au Mali, la FAO, la Banque mondiale et CropLife ont collaboré pour la mise en œuvre du projet panafricain d'élimination des stocks de pesticides obsolètes et produits apparentés. L'utilisation des produits agropharmaceutiques devient donc indispensable pour garantir le meilleur rendement des cultures. C'est pourquoi mon département sera disposé à examiner toutes les propositions de solutions visant à réduire les coûts d'accès à ces produits par les producteurs agricoles. Le manque de concertation entre les acteurs, la contrefaçon des produits et la fraude restent encore des défis que CropLife Mali entend relever. Lancement en 4e région des activités des jurys citoyens des États généraux de la santé. Le dispositif composé de 10 membres aura en charge de conduire le processus des États généraux de la santé. Reportage depuis Ségou de Kandesila. Ils sont 10 citoyens de Ségou qui sont désormais aptes à accompagner le processus de modernisation du système de santé au Mali à travers les États généraux de la santé. En les rencontrant au cours de ces assises, les responsables du département voulaient leur expliquer leur nouvelle mission et les attentes de cette démarche qui vise une plus grande implication des acteurs à la base dans la prise en charge des problèmes de santé. Nous sommes dans un processus depuis le lancement des États généraux de la santé le 15 juillet, n'est-ce pas, de 2004 par Monsieur le Premier ministre. Les autres étapes, n'est-ce pas, du processus sont d'outiller les différentes parties prenantes qui vont animer les 3 forums citoyens, celui de Caille, de Ségou et de Gao. Durant 3 jours, la rencontre se penchera sur les objectifs des États généraux de la santé, mais surtout les techniques d'animation à grand public. Il est important de vous rappeler que ce forum, qui regroupera plus de 100 personnes, dès lors, il s'impose un renforcement de vos capacités sur les techniques de l'animation grand groupe afin que vous animez à jouer pleinement votre rôle dans l'accomplissement des objectifs des États généraux de la santé. Aussi, le directeur de cabinet, tout en réitérant l'accompagnement des autorités régionales, a demandé aux jurés plus de ponctualité, plus d'acidité. On note que ce processus doit aboutir à un colloque national prévu à Bamako. En 5e région, la Croix-Rouge malienne et le Comité international de la Croix-Rouge ont organisé une rencontre d'information au siège du Haut Conseil islamique de Mopti. Objectif, faciliter la compréhension des activités de la Croix-Rouge auprès des leaders religieux et communautaires de Mopti et Sévaré. Moustapha Doumbia, compte rendu. La rencontre d'information et de sensibilisation porte sur l'origine et les missions de la Croix-Rouge, les règles du droit international, les activités de la Croix-Rouge et du Comité international de la Croix-Rouge au Mali. Elle est organisée par la Croix-Rouge malienne avec la participation du Comité international de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est un mouvement d'ensemble qui intervient dans le cadre des catastrophes naturelles. La Croix-Rouge existe depuis des années. Elle intervient en faveur des populations victimes des catastrophes. En plus de l'État, la Croix-Rouge est là pour aider, assister tous ceux qui souffrent, que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix. Les interventions sont basées de façon générale sur la santé, la protection de la vie, l'assistance aux victimes des guerres, des conflits armés,
et des victimes des catastrophes naturelles. La journée d'échange vise à faciliter la compréhension des activités de la Croix-Rouge ainsi que ses interventions sur le terrain. Elle regroupe les imams, les maîtres de médersa et les chefs de quartier. La réunion de ce matin est une réunion très importante parce qu'il y a beaucoup de notabilité et il y a beaucoup de l'islam. On ne connaît pas le travail de Croix-Rouge. La Croix-Rouge, ce n'est pas une affaire de religion, la Croix-Rouge est faite pour tout le monde. À noter que cette rencontre d'information s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités de sensibilisation initiées par la Croix-Rouge malienne. Sport football, dans ce journal, l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali a procédé au lancement de la 5e édition du tournoi interbancaire de football. La compétition, qui regroupera toutes les banques de la place, vise à promouvoir le sport et à créer un esprit d'entente et de solidarité entre les différentes structures. Khalifa Namatraoré. Malgré la forte concurrence, les banques maliennes donnent un bel exemple d'union et de solidarité. Le football, à travers le tournoi interbancaire, constitue un atout pour l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali. Nous recherchons 3 objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est de promouvoir le sport dans les entreprises et notamment dans les banques en tant que facteur de production et de productivité. Le deuxième objectif, c'est de promouvoir l'esprit de solidarité, d'entraide, de coopération et de collaboration entre les banques dans le cadre d'une activité sportive. Et enfin, le troisième objectif que nous recherchons à travers cette 5e édition du tournoi interbancaire, c'est comment aujourd'hui ressusciter la coupe corporative. La PBF veut surtout une compétition saine, uniquement entre travailleurs des banques. 14 banques réparties en 4 poules, dont 2 groupes comportent 4 équipes et 2 autres 3 formations, prendront part à cette 5e édition de la coupe interbancaire. Le démarrage officiel sur le terrain est prévu dans un mois. La PBF a profité de cette cérémonie pour présenter son trophée des meilleures associations des professionnels des banques de la sous-région. Une haute autorité de la communication pour mieux encadrer le secteur des médias au Mali, ce sera pour très bientôt. L'ordonnance portant création de cet organe sera soumise dans les jours qui viennent à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'assure le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication. Mahamadou Kamara est aujourd'hui l'invité de l'interview de la semaine. Au menu de cet entretien, plusieurs autres questions, parmi lesquelles la transition vers le numérique et la mise en place prochaine d'un service de communication gouvernemental. L'interview de la semaine, un entretien réalisé par Yaya Konaté et à suivre après ce journal. Voilà, journal définitivement bouclé. L'information reprendra ses droits demain 13h. Voilà, excellente nuit à tous. Au revoir.